Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et si les médicaments ne l'étaient pas non plus? Contre les prescriptions à rallonge, les effets secondaires en cascade et les traitements qui restent sur la table de nuit sans trop que l'on sache encore pourquoi, naît un courant opposé, celui de la déprescription. Déprescrire, c'est planifier l'arrêt de traitement dès leur commencement ou proposer une amélioration de l'hygiène de vie avant une boîte de somnifères. Prêt à faire un point avec notre pharmacien du Labo des Savoirs? C'est maintenant. Avec nous en plateau pour en parler, Jean-François Huon, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien au CHU de Nantes, enseignant-chercheur à l'INSERM dans l'unité de recherche Sphère, et vous travaillez notamment sur l'adhésion thérapeutique, donc l'engagement du patient dans sa prise en charge, mais également sur la déprescription, qui est le sujet de notre émission. Et vous êtes d'ailleurs allé au Canada pour étudier cette méthode qui est un peu plus développée à l'étranger, on en parlera. Avec nous également Mélissa, notre chroniqueuse. Nous parlerons ensemble du MBSR, le Mindful Based Stress Reduction, autrement dit la réduction du stress par la pleine conscience. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un bon complément au traitement médicamenteux? On répondra à ces questions en deuxième partie d'émission. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Alors on commence avec des chiffres toujours. Le chiffre d'affaires du marché du médicament qui est remboursable en officine est en progression constante hors année Covid avec une croissance entre 6 et 8% par an. Selon DataGouv et les données récupérées de la Caisse nationale d'assurance maladie, en 2020, les dépenses de médicaments des Français représentaient 30 milliards d'euros. En moyenne, ça fait 445 euros par habitant ou une quarantaine de boîtes de médicaments par an. Ces chiffres sont bien sûr une moyenne. La consommation varie par exemple selon l'âge, les personnes de plus de 60 ans étant de plus gros consommateurs, ce qui peut sembler logique à première vue. Mais alors quand on parle de déprescription, tous ces chiffres font un peu bizarre. Jean-François Huon, déjà, le mot déprescription, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on entend quoi par ça? Alors, la déprescription, ça a une définition. Voilà, on peut trouver différentes définitions dans la littérature, mais celle qu'on utilise le plus souvent, c'est le fait d'arrêter ou de diminuer un traitement avec une supervision médicale et dans le but d'améliorer les indicateurs de santé du patient. Donc, indicateurs de santé, ça peut être des indicateurs cliniques, donc je sais pas, une prise de tension, ça peut être moins de chute, ça peut être de se sentir moins nauséeux, etc. Ou alors juste d'avoir une amélioration de la qualité de vie. Le principe, c'est que tout le monde un peu se dit, moi je fais déjà de la déprescription, puisque j'arrête des traitements. Enfin, quand on est médecin, quand on est pharmacien, c'est des choses sur lesquelles, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, on en fait sans le savoir. Mais en fait, c'est un peu une science en soi-même, et il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand même dans la déprescription. Ça semble un peu contre-intuitif parce que quand on se dit qu'on prend un médicament, c'est a priori pour se soigner. Est-ce que ça peut avoir des effets négatifs de prendre des médicaments? Alors, à partir du moment où un médicament a un principe actif et donc où il est efficace, c'est que de l'autre côté, il y a l'autre verre de la médaille, c'est qu'il a des effets indésirables. Alors, selon le traitement qu'on prend, il peut y avoir plus ou moins d'effets indésirables et ils peuvent évoluer dans le temps. Quand on parle de déprescription, et quand on parle de médicaments en général, on parle de balance bénéfice-risque. C'est est-ce que l'efficacité que j'attends ou que j'obtiens du médicament que je prends est supérieure aux effets indésirables ou à la diminution de ma qualité de vie qui en découle. Et en fait, là où on va aller sur la déprescription, c'est que parfois, voire souvent, quand on met en place un traitement, lors de l'initiation du traitement, la balance bénéfice-risque est favorable, mais qu'au fur et à mesure du temps, que ce soit pour des raisons de tolérance, pour des raisons d'évolution de la maladie, d'évolution du patient, cette balance devient défavorable. Mais en fait, c'est fréquent qu'on oublie d'enlever le médicament. Et donc c'est là qu'intervient justement la déprescription. Est-ce que ça veut dire que parfois on prend un médicament qui est très efficace au début, puis les effets négatifs arrivent, au dépend donc des effets positifs, et donc on prend un autre médicament pour contrer les effets négatifs du premier? Alors ça, effectivement, ça arrive. C'est ce qu'on appelle les cascades médicamenteuses. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, la médecine, c'était j'ai une pathologie, j'y mets un traitement.
j'ai une autre pathologie, j'y mets un traitement. Tiens, bah, ce traitement entraîne des effets indésirables et je vais du coup donner un médicament correcteur de ces effets indésirables. Et au fur et à mesure, comme ça, la roue tourne et puis on se retrouve avec en moyenne 8 à 10 médicaments, par exemple, chez les personnes âgées en France. Ah oui. Il s'avère que on se rend compte que au-delà des traitements eux-mêmes initialement mis, que les traitements correcteurs ne sont pas obligatoirement une bonne idée. Et donc que ces cascades médicamenteuses, ça devient vraiment un sujet clinique, un sujet de recherche sur lesquels les professionnels de santé se penchent. Ouais. J'imagine, vous l'avez dit, donc, que sur le long terme, il peut y avoir des effets qui deviennent négatifs. On parle de quoi? On parle de somnolence, on parle d'accoutumance. C'est quoi les effets négatifs d'un médicament? Il y a toute la palette qui existe, c'est-à-dire qu'à chaque médicament ou à chaque famille de médicaments, ces effets indésirables, soit spécifiques, soit qui sont globaux. Par exemple, si vous prenez les benzodiazépines, ça c'est la famille des médicaments qui servent soit à lutter contre l'anxiété, soit à lutter contre l'insomnie, donc qui sont vraiment extrêmement consommés en France et de par le monde. En fait, bien sûr, au niveau aigu, les effets indésirables, c'est justement ces cas de somnolence qui peuvent entraîner des chutes. Mais on a aussi à court, moyen et long terme une certaine dépendance, une certaine tolérance qui peuvent s'instaurer et donc qui amène le patient à consommer toujours plus et à de moins en moins sentir les effets. C'est pareil pour, par exemple, les médicaments opioïdes. On va en parler des fameux opioïdes, mais donc cette tolérance qui s'instaure fait qu'on consomme plus de médicaments. Donc finalement, c'est une sorte d'addiction, une drogue? Oui, bien sûr. Alors, il y a des familles qui sont justement plus ou moins incriminées dans ce qu'on appelle ces addictions, donc dans cette pharmacodépendance et dans cette pharmacotolérance. C'est pas tous les médicaments, hein, faut pas tout mettre à la poubelle, mais faut que le patient et le professionnel de santé, médecin, pharmacien, infirmière, soient au courant qu'il y a certaines molécules qui sont plus à même d'entraîner justement cette dépendance, et donc il faut dès le début prévoir l'arrêt ou la décroissance de ces médicaments. Il y a plusieurs familles de médicaments qui sont citées comme étant plus ou moins dangereuses, notamment sur le long terme. On a parlé des benzodiazépines. En fait, ces familles, quand on regarde la liste, et je vais en citer quelques-uns, correspondent souvent à des maladies qui semblent chroniques. Par exemple, il y a les antipsychotiques, donc qui sont utilisés quand il y a de la démence. Il y a les somnifères ou les médicaments contre l'anxiété, donc les fameux benzodiazépines dont on vient de parler. Les médicaments antidiabétiques, le diabète de type 2 ou le diabète de type 1 d'ailleurs, quand il est là, il reste. Les médicaments contre les allergies, les démangeaisons ou contre le reflux gastrique avec les fameux inhibiteurs de la pompe à protons dont on va reparler en deuxième partie d'émission, ou encore les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui permettent de soulager la douleur, notamment lors de maladies d'articulation, par exemple. Ces maladies, quand elles sont là, on a l'impression qu'elles restent. Donc, est-ce que arrêter les médicaments semble vraiment une bonne idée? Alors, tout dépend de la maladie. Alors, quand on se dit que cette maladie, elle est là et donc elle reste, c'est pas obligatoirement vrai, hein. Vous pouvez avoir des états passagers, mais que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue santé mentale, hein. Faut pas se dire que quelqu'un qui est en dépression va obligatoirement, pendant les 40 ans qui viennent, être sous antidépresseur. Il y a beaucoup de travaux qui commencent à être faits, enfin, qui ont été faits et qui continuent à être faits justement autour de l'arrêt ou de la diminution des traitements antidépresseurs chez les patients atteints de dépression. Quand vous parlez des anti-inflammatoires, alors ça c'est une grosse problématique. Les anti-inflammatoires, la plupart du temps, c'est quand même utilisé de façon aiguë, comme normalement pas mal d'antalgiques, les opioïdes, etc., qui sont utilisés lorsqu'on a justement un moment dans la vie où on en a besoin. Par exemple, je sais pas, une opération chirurgicale ou quelque chose comme ça, et où en fait on va se rendre compte que les patients se sentent mieux avec et donc n'osent plus les arrêter. Et du coup, c'est ça cette problématique, c'est de savoir quand arrêter et de savoir comment accompagner le patient pour les arrêter. Et quand vous parliez des IPP et des anti-inflammatoires, c'est souvent lié. On a Les IPP, les fameux inhibiteurs de la pompe à protons. Hein. Voilà, donc c'est tout ce qui finit par prazole, oméprazole, les oméprazoles, etc., qui sont sur prescription mais aussi en vente libre. Et là, on a une problématique qui est très commune, c'est l'indication des médicaments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés alors qu'ils ne devraient pas. Par exemple, un inhibiteur de la pompe à protons, il y a beaucoup de professionnels de santé qui les prescrivent en association à des anti-inflammatoires en se disant je mets des anti-inflammatoires chez mon patient, donc il va y avoir des troubles au niveau digestif, d'acidité, donc je lui mets un inhibiteur de la pompe à protons. Le fait est que normalement ça s'est réglé par des indications spécifiques, il faut que ce soit un patient à risque pour qu'il y ait un IPP, sauf que déjà c'est pas le cas, c'est prescrit larga manu. Et puis ensuite, souvent quand
l'anti-inflammatoire est arrêté, en fait, l'IPP ne va pas être arrêté. Tout simplement parce que soit on l'oublie, soit en fait, il va être arrêté d'une façon trop brusque et du coup, syndrome de rebond de l'acidité, donc on se dit on en a besoin. Alors que c'est juste que ça a mal été géré dans l'arrêt. Et donc, ce qui fait qu'on va se retrouver 10 ans, 15 ans, 20 ans après avec des patients qui ont encore cet IPP. Plus personne ne se souvient plus pourquoi, que ce soit le patient, le médecin. Mais en fait, on sait avec les revues de littérature que ces IPP peuvent avoir des effets indésirables au long terme. Et donc, c'est là où on se dit, il y a des choses à faire. Des choses à faire et il y a justement une étude sur le sujet dont on va parler. J'arrête pas de teaser la deuxième partie depuis tout à l'heure. On va parler de plein de choses, mais là on parle des prescriptions, mais en fait on n'a pas parlé de comment ça se passait vraiment. Vous l'avez dit, peut-être qu'arrêter brutalement un médicament peut avoir des effets rebonds. Donc comment on arrête un médicament qu'on prend depuis déjà un mois ou que toute notre famille prend depuis des générations? Alors là, vous soulevez deux choses différentes. Quand on parle de famille et de génération, il y a un côté très du coup culturel du médicament, hein. Et on sait que dans les freins et les leviers à la déprescription, on sait que justement ces facteurs externes de tout se passe bien avec les médicaments, j'ai toujours vu ma famille prendre des médicaments et ça s'est toujours bien passé, bah, ça c'est un facteur pour continuer les médicaments. Et à contrario, si on a des personnes qui en règle générale ont des mauvaises expériences personnelles ou familiales ou de l'entourage avec des médicaments, vont être plus à même de les arrêter. Donc ça, c'est, on va dire, très humain. En revanche, la première chose dont vous parliez sur, bah, ça fait déjà un mois que je prends mon médicament, etc., comment je fais pour l'arrêter, bah, en fait, ça, tout dépend de la molécule. On sait qu'il y a des molécules qu'on peut arrêter d'un coup comme ça, il n'y aura pas de problématique majeure. Il y en a d'autres, et celle dont on a parlé, c'est le cas, quand on a parlé des benzodiazépines, des inhibiteurs de la pompe à protons, où si on arrête d'un coup, bah là, c'est toute la problématique, c'est qu'on aura soit un syndrome de rebond, donc c'est en gros un rebond de ce qu'on cherchait à traiter, donc rebond d'acidité quand il s'agit d'IPP, rebond d'anxiété quand il s'agit de la benzodiazépine, ou on pourra même, pour certaines classes médicamenteuses, avoir un syndrome de sevrage. Donc là, ça ressemble à ce qu'on connaît hein, quand on parle du sevrage de patients qui sont usagers de drogue, hein, et donc là, ça peut être bah, des sueurs, des tremblements, des troubles cardiaques et des choses comme ça. Et donc, ça, quand on sait qu'on est face à une molécule qui a ce profil-là, et ben, automatiquement, on va aller vers une déprescription, une désescalade progressive. Et donc là, bah, ce qui doit être fait par le médecin, le pharmacien, le patient, c'est travailler ensemble pour planifier ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va se dire, bah, vous voyez, sur les 3 prochains mois, et ben, la première semaine, il y a un jour où vous n'allez pas prendre le traitement, la deuxième semaine, il y a 2 jours où vous n'allez pas le prendre, ou alors vous allez couper les comprimés en deux, etc. Et on le fait au fur et à mesure comme ça. Alors ça suit bien sûr tout ce au niveau scientifique qu'on connaît sur la pharmacocinétique d'un médicament. Donc Il y a un planning, quoi, finalement. Il y a un planning. Alors, du coup, il y a un peu des ABAC maintenant qui commencent à être créés, justement, où tout le monde peut utiliser un peu les mêmes documents pour qu'on sache quoi faire et qu'on fonctionne tous un peu de la même façon, même s'ils ne sont pas obligatoirement extrêmement connus. Mais effectivement, il y a un planning. Et quand il y a le planning et qu'il est suivi, en règle générale, ça se passe bien quand même. Donc l'arrêt se fait progressivement, ce qui, j'imagine, rassure aussi le patient et qui évite ces espèces d'effets rebonds qui sont contre-productifs, puisqu'en plus, quand on a un effet rebond, j'imagine aussi qu'on n'a pas envie de réessayer d'arrêter le médicament derrière. Cet arrêt, il faut en parler au patient. Est-ce qu'il y a des arguments, des moyens d'amener la discussion dans la relation médecin-patient pour rendre cette possibilité d'arrêter un traitement viable? Ouais, donc ça, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, justement, sur comment initier la discussion avec un patient pour qu'il accepte plus ou moins le fait de diminuer ou d'arrêter son médicament. Et par exemple, dans une étude, ils avaient fait des groupes de patients et ils avaient utilisé plusieurs accroches différentes de communication sur la déprescription et ils ont cherché à voir laquelle était la plus efficace. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que la dimension par laquelle c'est la plus efficace d'accéder à la déprescription, à l'acceptation de la dépression par le patient, c'est de parler des effets indésirables et de dire, bah voilà, ce traitement, en fait, il y a une certaine efficacité, mais il y a surtout des effets indésirables qui sont tels, etc. Et donc, c'est pas bien de continuer à le prendre ou de le prendre trop longtemps. Il y avait différentes choses qui pouvaient être abordées, hein, le fardeau du traitement, de dire, je trouve que vous avez trop de médicaments, etc. C'est vraiment les effets indésirables qui étaient l'accroche la plus efficace. Donc montrer ce qui ne va pas pour justifier l'arrêt de cette prise de médicaments qui, pour le patient, j'imagine, à la base, est ressenti comme une solution. J'avais un problème, je suis allée voir mon médecin, il m'a donné cette solution, maintenant il veut que j'arrête la solution. Donc voilà, l'idée est de montrer un petit peu, de mettre en perspective, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est important, en fait, on s'en rend compte, et ça fait partie maintenant de certaines recommandations de la Haute Autorité de Santé, par exemple, c'est de parler de l'arrêt dès l'initiation. Et de dire aux patients, bon bah voilà, je vous mets sous ce traitement-là, mais sachez que dans 3 semaines, dans 2 mois, on va l'arrêter, et on va l'arrêter progressivement. Donc, à la prescription du médicament, dès le début, on sait que c'est limité, que c'est sur un temps donné et que c'est pas un médicament qu'on donne à vie et que ça va tout changer, quoi. Voilà, et il y a même certains médecins qui mettent dès le début sur leur prescription un peu le calendrier de désescalade à la fin du traitement. J'imagine aussi qu'il faut former les médecins à cette idée de déprescription. Ça n'est pas forcément quelque chose de... C'est assez récent comme concept. Oui, c'est assez récent, et effectivement, c'est pas beaucoup mis en place au niveau des universités, que ce soit les facultés de médecine ou de pharmacie. Bon, alors déjà, il y a justement l'acculturation avec le sujet, hein. Pour l'instant, on était plutôt à se dire, on a un module sur une pathologie et on voit par pathologie comment traiter cette pathologie, mais jamais trop à prendre en compte la polymédication, la iatrogénie, donc tous les événements indésirables qui sont liés aux produits de santé, et encore moins du coup comment arrêter les traitements. C'est quelque chose qui c'est une graine qui commence à pousser. Donc il y a différentes facultés de médecine, de pharmacie qui commencent à instaurer ça dans leurs enseignements, sachant que, par exemple, en faculté de médecine, il y a quand même une problématique, c'est celle de répondre au programme de l'internat, donc ce qu'on appelle les EDN, qui sont le concours que les étudiants passent en 6e année pour après aller dans leur spécialité. Et étant donné que ce n'est pas un item de l'internat, du coup, ça donne moins envie de l'intégrer dans le programme, quoi. Mais les choses bougent, que ce soit au niveau des étudiants avant l'internat ou des internes, c'est des enseignements qui commencent à être mis en place. Et alors au niveau justement de la littérature internationale, il y a des pays qui ont justement produit des documents qui servent à un peu régler ça. Il y a une méthodologie pour enseigner justement la déprescription avec les différents thèmes qu'il faut aborder. Et donc en fait, on a déjà pas mal d'outils, mais maintenant c'est l'implémentation de ça qu'il faut mettre en place. Est-ce que ça peut sembler paradoxal d'enseigner à des étudiants en pharmacie comment ne pas prescrire de médicaments? Alors ça, c'est une vision, on va dire, mercantile du métier de pharmacien, de se dire que le pharmacien, pour qu'il se fasse son beurre, c'est qu'il doit vendre ses médicaments. Déjà, moi, je vais un peu prêcher pour ma paroisse de pharmacien, même si je suis pharmacien à l'hôpital, et donc cette dimension, on va dire, de faire tourner un commerce, je l'ai moins. Mais c'est valable pour tous les pharmaciens, c'est que notre objectif, quand même, c'est de soigner les patients et de favoriser le bon usage des produits de santé, et pas de surmédicaliser les patients. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne, hein, déjà nous-mêmes, mais qu'on apprenne à nos étudiants. Et ensuite, par rapport à, on va dire, cette problématique de la rémunération, des pharmaciens d'officine. Jusqu'à il y a quelques années, effectivement, la rémunération était très liée à la boîte, c'est-à-dire au volume que le pharmacien vendait ou dispensait de médicaments. Et au fur et à mesure, avec des travaux sur les conventions des officinaux, sur l'assurance maladie, etc., et bien en fait, la rémunération du pharmacien d'officine va de plus en plus vers une rémunération à l'acte, donc à l'acte de dispensation, à l'acte d'entretien pharmaceutique, etc., à l'acte de vaccination, plutôt qu'à la dispensation d'un volume. Donc en fait, on va dans le bon sens par rapport à ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça va plutôt dans le bon sens. Et vous avez parlé du coup du rôle des pharmaciens, parce que souvent quand on pense médicaments et prescriptions, on pense médecins, mais les pharmaciens ont également un rôle. Et vous allez d'ailleurs sortir un papier sur le rôle de ces pharmaciens dans la prévention des mésusages des psychotropes. Donc psychotropes, c'est les antidépresseurs, les anxiolytiques, les hypnotiques, qui ont un rôle important notamment dans la santé mentale. Comment les pharmaciens peuvent accompagner les patients et les patientes dans la diminution ou voire l'arrêt de ces psychotropes? À différentes étapes, hein. Le pharmacien, il est là déjà à l'initiation, après il est là pour l'accompagnement, et on sait que un patient va voir son pharmacien, bon, allez, en moyenne tous les mois, hein, mais que ce n'est pas le cas pour le médecin. Puisque de toute façon, il n'y a pas les moyens médicaux de faire plus. Donc le pharmacien, il y a quand même plusieurs millions de personnes qui tous les jours poussent la porte d'une pharmacie, et là déjà pour informer le patient, l'éduquer sur son traitement, l'éduquer sur l'efficacité, les effets indésirables, et lui expliquer justement quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis après, il est là pour le suivi aussi, et donc l'accompagnement du patient, et donc pour, on va dire, évaluer et être un peu la vigie de s'il y a une mauvaise tolérance.
Et justement, s'il y a quelque chose à faire de ce point-là. Et puis à partir du moment où où le médecin a décidé qu'il fallait arrêter le traitement, eh bien, le pharmacien va être là aussi pour accompagner le patient et justement pour faire que ça se passe bien et gérer la désescalade. Alors, ce qui est important, c'est que le rôle du pharmacien, il a un énorme rôle de conseil. Et donc, quand on retire un médicament, en fait, il peut y avoir beaucoup de conseils à côté de ça, que ce soit des alternatives, alors qu'elles soient pharmacologiques ou non, hein, puisqu'on peut avoir des médicaments conseils, donc sans prescription, mais on peut aussi avoir d'autres alternatives non médicamenteuses. Et puis aussi tous les conseils hygiéno-diététiques, hein, c'est-à-dire que si on est sur une déprescription, par exemple, d'un médicament qui est fait pour dormir, ce qu'on appelle un hypnotique, eh bien, tout ce qui est conseil hygiéno-diététique autour du sommeil, des activités, je sais pas moi, des écrans, de tenir un journal du sommeil, de faire un peu de privation du sommeil et de restriction pour favoriser ça. Enfin, il y a beaucoup de choses. Le pharmacien est complètement à même de faire ça. Et puis dernière chose, on a quelque chose qui s'appelle un dispositif qui s'appelle le bilan partagé de médication, ou bilan médicamenteux partagé. C'est en fait une activité du pharmacien d'officine qui est rémunéré déjà et qui lui permet de prendre en charge un patient dans sa globalité et de prendre le temps avec le patient de voir s'il y a du ménage à faire sur son ordonnance. Et donc, ça veut dire que le pharmacien va prendre le temps avec le patient de faire des entretiens, de voir ce dont il a besoin, de voir les problématiques qu'il a, de faire l'analyse pharmaceutique de la prescription et donc de donner son expertise clinique autour de la prescription et de se dire ah bah là, il y a ce médicament-là qui a pas la bonne posologie, mais celui-là qui est en trop et là, il en manque. Et de faire une proposition au médecin d'optimisation de la prescription. Et donc ça, ce bilan partagé de médication, là, c'est, alors même si tout le monde ne le fait pas, puisque c'est très chronophage et que après il y a des difficultés, on va dire, administratives, mais c'est quand même un levier pour que le pharmacien soit complètement impliqué dans le bon usage et donc dans un des outils du bon usage qui est la déprescription face aux patients. Donc on a le pharmacien comme interlocuteur privilégié, en tout cas plus régulier auprès des patients, qui peut donner des conseils pour d'autres médicaments ou pour une meilleure hygiène de vie, des techniques, etc. Notamment, par exemple, on a donné l'exemple de l'insomnie. Et enfin, ce pharmacien qui est là aussi en interaction avec le médecin pour revoir ensemble les prescriptions. C'est ça les trois grands axes à peu près ? C'est ça. Et puis, il faut jamais oublier que le centre, ça reste quand même le patient. Et que si le patient, de toute façon, quand on lui prescrit un médicament qu'il ne veut pas le prendre, on ne pourra pas l'obliger. Hein, ce n'est pas une noix qu'on va gaver. Donc, c'est lui qui fait son choix. Et puis, si on veut arrêter son traitement, mais qu'il n'est pas d'accord, puisqu'il a lui-même ses propres représentations, ses propres objectifs, ça va être difficile aussi. Et donc, c'est vraiment un partenariat avec le patient pour aller vers ça. On continue à parler de déprescription et également des projets de recherche qui sont en cours sur ce sujet, juste après la musique. Todo
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Acide Coco Soy La Fuerza et nous sommes de retour avec Jean-François Huon, pharmacien au CHU de Nantes et chercheur INSERM. Juste avant la pause musicale, on parlait de déprescription et de l'importance du patient, bien sûr. Alors là, on est sur un contexte français, mais la déprescription est un concept qui vient à l'origine de l'étranger. Et vous êtes d'ailleurs parti au Canada pour étudier comment la déprescription se fait là-bas. Alors déjà, quelles sont les différences et depuis combien de temps ça existe au Canada outre-Atlantique ? Alors, en fait, c'est difficile de dire que la déprescription vient de l'étranger ou qu'elle existe depuis plus longtemps dans un autre pays, mais en tout cas, les institutions, on va dire, formalisées autour de cette thématique sont plus récentes ont été effectuées dans les autres pays avant nous. Et quand je parle de ça, je parle des réseaux de déprescription. Le plus connu, c'est vraiment le réseau canadien de déprescription qui a été créé en 2015, donc qui a maintenant quasiment une dizaine d'années, et qui a comme objectif de regrouper les cliniciens. Et donc dans les cliniciens, on met les médecins, les pharmaciens, les infirmières, etc., mais aussi les chercheurs, les patients et les politiques. Donc tout ce qui est, on va dire, Agence nationale du médicament, etc. Et puis bien sûr, il y a les sociétés savantes qui gravitent autour de ça, donc sociétés savantes, je sais pas, de gériatrie, de psychiatrie, etc. En fait, leur objectif à ces réseaux, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de justement un peu colliger les forces pour produire plus de matériaux pour les professionnels de santé pour réussir à faire de la déprescription, plus de matériaux pour les patients pour réussir à être accompagnés et plus de matériaux pour les chercheurs pour faire des recherches de grande ampleur. Et donc des réseaux comme ça, il en existe dans pas mal de pays, majoritairement anglo-saxons, hein, puisqu'il y a aussi aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Et on a un réseau nord-européen qui est devenu un réseau européen, mais qui pour l'instant qui vivote un peu, c'est-à-dire pour lequel il n'y a pas grand-chose de concret qui est fait. Alors peut-être parce que la difficulté, c'est que quand on est un réseau européen, en fait, on a différents pays autour de la table avec différentes langues, avec différentes cultures au niveau de la santé, alors que quand on parle de Australie, Royaume-Uni, Canada, USA, ça reste un seul pays, donc c'est peut-être plus simple. Mais donc eux ont déjà travaillé maintenant depuis pas mal d'années justement sur la création de recommandations, d'outils, etc. Et donc nous, là, il y a ce frémissement. En fait, on sait qu'en France, beaucoup de choses sont faites depuis pas mal d'années sur la déprescription. Mais on est un peu en tuyau d'orgue, c'est-à-dire que chacun dans sa discipline va travailler, les gériatres de leur côté, les pharmacologues de l'autre, les médecins généralistes, les pharmaciens cliniciens, les psychiatres, etc. Mais il n'y a jamais eu ce moment où on s'est tous mis autour de la table pour justement créer une entité. Et donc là, c'est d'ailleurs un projet qu'on a au niveau national là, de créer ça. Sachant que je mettrai le lien vers le site internet du réseau de déprescription canadien qui est plein de ressources extrêmement passionnantes et francophones, en tout cas avec une version francophone, ce qui nous permet à nous, Français, de nous renseigner sur le sujet. Alors, outre-Atlantique, il existe un problème qui n'existe pas encore véritablement chez nous, quoique c'est la crise des opioïdes dont on a beaucoup parlé avec un pic en 2021. En 2023, c'était plus de 70 000 personnes qui sont mortes aux États-Unis avec cette overdose due aux opioïdes. Déjà, comment un médicament comme le fentanyl peut tuer ? Alors, ouais, c'est une problématique en France qu'on a moins, on pourra en reparler, mais effectivement, la problématique du fentanyl et de l'oxycodone, pour ceux qui ont vu, il y a eu certains films qui ont été faits justement sur des plateformes, etc., en lien avec le laboratoire pharmaceutique Purdue qui avait incité largement les médecins à prescrire ça. En fait, c'est des médicaments qui sont des médicaments opioïdes. Donc automatiquement, quand on parle d'opioïdes, donc les opioïdes, il y a deux types, il y a opioïdes forts, opioïdes faibles. Fort, on connaît, c'est tout ce qui est morphine, fentanyl, oxycodone. Et opioïdes faibles, en France, c'est plus ça qu'on connaît. Et elle est là, notre problématique aussi. C'est plutôt la codéine et le tramadol. Et en fait, quand ces molécules, alors surtout les opioïdes forts aux États-Unis, sont pris à haute dose, comme on l'a dit auparavant dans la première partie de l'émission, on va vers une pharmacodépendance et une tolérance qui fait qu'on augmente les doses de façon gigantesque, mais jusqu'à avoir des doses vétérinaires parfois, des doses de cheval, et qui font qu'on va aller vers les effets indésirables des opioïdes qu'on connaît à haute dose, qui sont la dépression respiratoire, qui peuvent aller jusqu'à un coma et jusqu'à la mort. Et en fait, ce qu'on sait aussi, c'est que souvent,
ces consommations sont sur des terrains d'addiction qui ne sont pas neutres et qu'elles peuvent être fréquemment associées à d'autres médicaments. Mais en France, on a moins, alors on est très vigilant, mais on a moins cette problématique de la vague de consommation des opioïdes forts qu'il y a eu aux États-Unis, même si on a des choses qui sont importantes à noter. Comment les États-Unis, notamment, mais aussi le Canada, ont pris en main cette crise? Vous m'aviez parlé, quand on a préparé cette interview, d'une brochure d'empowerment. Mhm. C'est dans le courant de la déprescription aussi? Oui. Alors l'empowerment, c'est pas obligatoirement lié à la crise des opioïdes. Alors la crise des opioïdes a pu être gérée de pas mal de façons différentes. Il y a bien sûr des choses réglementaires avec des restrictions de prescription, avec de l'information médicale, avec des études qui ont été menées justement et des procès et qui ont fait que du coup les prescriptions d'oxycodone et de fentanyl ont commencé à chuter. Mais quand on parle de l'empowerment, donc en québécois on dirait l'empouvoirment, nous on pourrait parler d'engagement du patient dans sa santé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mettre au centre de sa prise en charge le patient et donc le considérer comme un partenaire. Et en fait, quand on disait tout à l'heure que si le patient ne veut pas, on n'y arrivera pas, et ben l'empowerment, c'est justement l'amener à réfléchir et accepter d'aller sur ce chemin avec nous. Et donc ces brochures qui existent d'empowerment, donc que vous pouvez trouver sur le site dont vous parliez tout à l'heure, elles permettent aux patients déjà de prendre conscience de la problématique et ensuite de s'engager sur le chemin. Alors ce sont des brochures qui ont été faites par des cliniciens, mais aussi par des psychologues, etc., qui ont été testées. Vraiment, c'est pas quelque chose qui a été fait comme ça, mais qui a été vraiment validé. Et qui, grâce à, par exemple, des chiffres, mais aussi des petits quiz, des exemples de cas cliniques, qui permettent aux patients de conscientiser, aussi de se projeter dans sa propre consommation et de se rendre compte des risques qu'il y a et de où il en est sur une possibilité de diminution ou d'arrêt. Et donc, ça permet vraiment ça pourrait être un outil d'ailleurs un peu à l'entretien motivationnel d'utiliser ça, mais ça permet aux patients qu'on y aille ensemble et qu'il ne soit pas un frein à aller vers la déprescription. Il ait pu faire lui-même son quiz pour voir où il en était et que ce soit aussi quelque chose qui vienne d'un besoin du patient ou de la patiente. Retour en France, où vous commencez 2 projets de recherche qui sont tout beaux, tout neufs à Nantes. Un qui est plutôt en ville et l'autre à l'hôpital. Alors, on va commencer parce qu'on a beaucoup parlé des benzodiazépines, justement, Best of MG, sur l'arrêt des benzodiazépines chez les personnes âgées, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, Best of MG, c'est un projet qui repose vraiment sur l'interprofessionnalité et sur l'engagement du patient, justement. Donc, c'est un projet qu'on porte avec toute une équipe, dont le professeur Jean-Pascal Fournier, qui est médecin généraliste et qui travaille aussi beaucoup sur la déprescription et qui a aussi pas mal de projets au niveau régional. Ce projet Best of MG, alors déjà, pourquoi ça s'appelle Best of MG? C'est pour benzodiazépine, stop, pharmacien, médecin généraliste. Et en fait, ce projet, il vise à évaluer l'efficacité d'une intervention conjointe entre un médecin généraliste et un pharmacien d'officine, donc ce qu'on appelle du soin primaire, sur la déprescription des benzodiazépines chez la personne âgée. Donc pour rappel, on l'a dit tout à l'heure, les benzodiazépines, c'est les molécules qui servent soit contre l'anxiété, soit contre l'insomnie, et qui ont des effets indésirables assez fréquents et assez forts chez les personnes âgées. En premier lieu, les chutes qui peuvent amener à justement un syndrome de glissement et ensuite des dégâts qui peuvent être assez importants. Et donc ce protocole, en fait, il vise à créer des binômes médecins généralistes, pharmaciens d'officine, donc qui sont des binômes qui travaillent déjà ensemble, c'est très pragmatique comme approche, et que quand un médecin identifie dans sa cohorte de patients un patient chez qui il aimerait arrêter ou diminuer une benzodiazépine, eh bien qu'il le fasse rentrer dans le projet. Et ce projet, c'est qu'une fois que le patient a accepté de participer à l'étude, eh bien quand il va aller voir son pharmacien pour la dispensation de son traitement, le pharmacien va prendre des rendez-vous avec lui pour faire des entretiens motivationnels. Et donc l'entretien motivationnel, c'est une des cordes à notre arc qu'on peut utiliser pour amener un patient à changer un comportement. Là, on le fait sur la déprescription, mais ça peut être pour arrêter de fumer, ça peut être pour accepter une vaccination, ça peut être pour plein de choses. Et donc là, nos pharmaciens qui sont dans l'étude, ils ont été formés
à faire des entretiens motivationnels, puisque c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose pour lesquels on doit être formé, et donc pour lesquels ils vont après faire ces entretiens avec le patient, et donc pour l'amener à, au fur et à mesure, qu'il accepte d'être déprescrit de sa benzodiazépine. Et donc, bien sûr, autour de ça, on a beaucoup d'indicateurs qu'on va suivre, des critères de recherche. En premier lieu, est-ce que le patient a vraiment arrêté à 6 mois, à 12 mois de l'intervention ou réduit? Mais aussi, est-ce qu'au niveau clinique, ça a eu une efficacité? Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'il est ou pas plus ou moins anxieux ou il a plus ou moins d'insomnie? Est-ce que sa qualité de vie, on a des questionnaires de qualité de vie, est-ce que sa qualité de vie en est impactée? Et des choses qui sont rarement étudiées dans la littérature, mais qui sont extrêmement importantes aussi, c'est est-ce qu'il y a eu un report de consommation sur autre chose? Puisque si au final, notre monsieur Robert, 70 ans, il a arrêté sa benzodiazépine pour dormir ou pour son anxiété, mais qu'au final, il s'enfile une bouteille de vodka par jour parce que ça lui permet de dormir, on peut se dire que notre intervention est un peu ratée. Et donc ça, on va l'évaluer aussi. Et puis, on a toute une partie un peu plus sociologique pour justement, après, faire des interviews avec les patients, les médecins, les pharmaciens pour voir comment ils ont vécu ce dispositif et s'il serait vraiment implémentable dans la vraie vie. À plus grande échelle, À j'imagine. plus grande échelle, puisqu'en fait, ce qui est fait dans un essai clinique, c'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que c'est très codifié, etc. Et en fait, ce qui est nécessaire de savoir, c'est est-ce que déjà ça peut être, c'est acceptable par toutes les parties qui ont été mises autour de la table. Est-ce que ça peut être pérennisable? Est-ce que ça coûte cher ou pas? Est-ce que c'est adapté à la vie quotidienne d'un professionnel de santé, etc. Et donc tout ça, on va l'évaluer aussi. Oui, c'est un petit test pour voir ensuite comment ça marche et voir si on peut le généraliser. Sur le site santé.gouv.fr, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler ce qui est dit sur les benzodiazépines, chers auditeurs, auditrices, si vous en consommez, pas plus de 12 semaines, y compris en incluant la période de sevrage pour le traitement de l'anxiété, et pas plus de 4 semaines, y compris la période de sevrage pour le traitement de l'insomnie. Vous validez ? Je valide. Très bien. Bon, ça, c'est une information qui sera passée aux oreilles de nos auditeurs et auditrices. La deuxième étude que vous faites, le deuxième projet de recherche qui, lui, se mène plus à l'hôpital, s'appelle DEPIFA. Et c'est là où on reparle de ces fameux IPP, les inhibiteurs de pompe à protons qui permettent de diminuer l'acidité gastrique. Alors, quel est ce projet ? Alors, donc effectivement, là, c'est ciblé sur les IPP, donc, qui diminuent l'acidité. Alors déjà, pourquoi on s'est tourné vers ça? Les IPP, c'est vraiment utilisé énormément. Jusqu'à il y a quelques années, ça faisait partie du top 3 des dépenses de l'assurance maladie, parce que beaucoup de patients en avaient, et surtout qu'on voyait qu'il y avait un profil de tolérance très très bon, et donc qu'il n'y avait pas de souci à les prescrire. Au fur et à mesure des années, quand on suit les patients sous IPP, on voit qu'il y a quand même, chez ces patients qui en prennent soit à forte dose, soit de façon chronique, des effets indésirables qui arrivent. Donc ça peut être un type d'infection gastrique, d'infection pulmonaire, de cancer, de carence en vitamines, par exemple, ou d'ostéoporose. Donc on s'est dit, bon, on ne va pas arrêter tous les IPP, mais on peut éviter qu'ils soient utilisés quand il n'y en a pas besoin. Sauf que, comme toutes les molécules dont on parle, c'est difficile de les arrêter parce qu'il y a une culture de la prescription de l'IPP, parce que les patients, quand on veut leur arrêter, ils ont un rebond d'acidité puisqu'on l'a mal fait, etc. On en a parlé. Et donc ce projet-là qu'on a, pourquoi ça s'appelle DEPIFA? C'est déprescription des IPP par le pharmacien. En fait, c'est un projet qui est centré sur l'hôpital et sur les pharmaciens cliniciens qui sont plutôt à l'hôpital. Donc à la différence de tout à l'heure, ce n'est pas un projet de soins primaires. Et donc l'objectif, c'est de se dire, on a des pharmaciens, cliniciens à l'hôpital qui font ce qu'on appelle de la constellation médicamenteuse et des bilans de médication, c'est-à-dire que quand un patient rentre à l'hôpital et que parfois il voit un pharmacien clinicien, le pharmacien essaye de faire la liste de tous ces traitements et de voir lesquels devraient être arrêtés, etc. et fait des propositions. Et en fait, on s'est dit, pourquoi on n'en profiterait pas justement pour évaluer la pertinence des IPP et faire leur arrêt et proposer leur arrêt. Donc on est parti là-dessus, et en fait l'année dernière, il y a un texte qui est paru, qui est l'arrêté du 23 février, qui dit que si un patient bénéficie d'une activité de pharmacie clinique, le pharmacien peut renouveler et adapter ses traitements de façon autonome, pourvu qu'il y ait eu un protocole signé au niveau local. Et donc on s'est dit, pourquoi pas proposer au ministère de la Santé un projet où justement ce pharmacien clinicien, en lien bien sûr avec le patient et avec le médecin généraliste, mais de façon autonome, il pourrait commencer à diminuer les prescriptions d'IPP. Et donc
comme on l'a dit tout à l'heure avec les benzos ou avec tout, gérer la désescalade, gérer le calendrier, gérer toutes les mesures alternatives, et puis faire le suivi, soit lui-même, soit avec le pharmacien d'officine, sur justement comment ça se passe à la suite, etc. Et donc c'est ça qu'on propose. Alors Best of MG, lui, c'est un projet qui est déjà commencé, on a déjà commencé à inclure des patients, on en est quasiment à 90 patients inclus dans la cohorte. Et là, DEPIFA, c'est un projet aussi national, on a 30 centres, 40 services sur 30 centres qui vont être impliqués sur toute la France et avec des typologies différentes, des services de chirurgie, d'oncologie, de gériatrie, des petits centres, des grands centres. Et ça va nous permettre justement, là on va commencer les réunions en janvier, de mettre en place ce protocole et d'espérer que ça ait une efficacité. Sachant que je me permets justement de parler, vu qu'on parle des prescriptions des IPP, je parlais de Jean-Pascal Fournier, le département de médecine générale de l'Université de Nantes a aussi des projets au niveau des prescriptions des IPP et qui pour ceux qui chercheront, ça s'appelle DesprescriPP, et donc qui, eux, travaillent sur beaucoup les soins primaires, beaucoup le lien aussi avec l'envoi de documents ou alors le lien avec l'assurance maladie qui est faite avec les médecins généralistes et voir si justement des projets comme ça de grande ampleur, pas obligatoirement individualisés sur le patient, peuvent avoir une efficacité. Oui, mais donc ce projet de l'Université de Nantes est plus hors de l'hôpital, là où DEPIFA serait vraiment concentré sur les pharmaciens à l'hôpital, les patients hospitalisés qui font un bilan à ce moment-là. C'est exactement ça. On parle d'IPP depuis tout à l'heure. C'est quoi le nom de médicaments qui sont des IPP que pourraient prendre éventuellement les personnes qui nous écoutent? Ok, alors c'est tout ce qui finit par prazole. Donc oméprazole, esoméprazole, lansoprazole, rabéprazole. Alors normalement je ne suis pas censé donner des noms de marques, mais vous connaissez peut-être plus le Mopral, l'Inexium, le Lanzor, et donc c'est tous ces médicaments-là. Donc si vous prenez ces médicaments depuis longtemps, peut-être prenez rendez-vous avec votre médecin ou allez discuter avec votre pharmacien. On fait une petite pause musicale et on revient juste après pour discuter méditation, oui ça a un rapport, et conclure cette émission.
La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. C'était M5 de Commander Spoon et nous sommes de retour en plateau avec Jean-François Huon, pharmacien au CHU de Nantes et chercheur INSERM. Et juste avant de continuer, de finir notre discussion sur la déprescription, je donne la parole à Mélissa, car quand on arrête les médicaments, ça ne veut pas dire qu'on arrête les traitements. Il y a plein d'autres thérapies qui existent et une en vogue et qui est en train de prendre de l'importance, c'est le programme MBSR. Et je laisse Mélissa nous l'expliquer. Alors, quand on dit méditation, on pense souvent aux moines bouddhistes, reclus dans leurs montagnes, avec un rythme de vie bien loin du nôtre, nous, occidentaux capitalistes. Mais la méditation n'est en fait qu'un outil qui, dénué de spiritualité, devient une pratique laïque avec des vertus thérapeutiques. Il existe notamment un programme très précis, le MBSR, qui a fait ses preuves et qui est proposé en France depuis quelques années par certains professionnels de santé. MBSR, génial, mais ça veut dire quoi ces lettres, Mélissa ? Ça veut dire Mindfulness Based Stress Reduction. En français, la réduction du stress par la pleine conscience. C'est un programme mis au point à la fin des années 70 par Jon Kabat-Zinn, professeur américain émérite de médecine à l'université de Massachusetts. Lui-même pratiquant de la méditation et du yoga, il a combiné ses connaissances de médecine et de méditation pour établir un programme visant à réduire le stress. C'est un programme sur 8 à 10 semaines, 2h30 de pratique en groupe, une fois par semaine, et 45 minutes par jour de pratique individuelle. Il permet aux participants et aux participantes de s'entraîner à la pratique de la pleine conscience pour que ça les accompagne ensuite dans leur quotidien. Un très beau programme, mais la pleine conscience, ça veut dire quoi exactement ? Tout à fait. Alors rien de mieux qu'une petite démonstration. Je vous invite donc à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez, expirez. Voilà, vous avez choisi d'être en pleine conscience. Pendant 30 secondes, vous vous êtes concentré sur votre respiration à l'instant T. Et ce faisant, vous avez fait descendre votre taux de cortisol, l'hormone du stress, de 60%. Comme le décrit Jon Kabat-Zinn lui-même, méditer en pleine conscience consiste à se concentrer sur l'instant présent et à observer ses pensées, ses émotions, ses sensations. L'objectif est d'accueillir ces états d'âme sans jugement et de ne pas s'identifier à ses pensées ou à ses émotions. Fin de citation. Cela permet en effet de réguler l'attention en choisissant de se focaliser sur l'instant présent. En 2010, dans leur article « A Wandering Mind is an Unhappy Mind », qui veut dire « un esprit qui rumine est un esprit malheureux », Killingsworth et Gilbert montrent que, dans 53% du temps, le vagabondage mental est une source de mal-être et de difficultés scolaires. Se focaliser sur l'instant présent permet aussi d'éviter le mode multitâche, qui augmente le stress, l'épuisement et le risque de faire des erreurs. Mais alors, dans quel contexte le programme MBSR, de réduction du stress par la pleine conscience, peut vraiment aider ? Ce programme a prouvé son efficacité en santé mentale, notamment pour lutter contre les différents types d'anxiété. Il existe également un programme qui associe le MBSR avec de la thérapie cognitive pour lutter contre la dépression. Les méga-études regroupant les observations de plusieurs essais cliniques montrent notamment une forte diminution du risque de rechute de dépression, avec particulièrement un effet sur le vagabondage mental qui est fortement atténué. Le programme MBSR permet également de favoriser la guérison de certaines pathologies, comme le cancer et les AVC. En effet, en accompagnement des traitements en place, il permet d'aider la gestion des douleurs chroniques et de booster le système immunitaire. Et plus généralement, il aide à la gestion du stress tout au long d'un parcours de soins. Les analyses, les examens, l'attente d'un diagnostic, les éventuelles rechutes et l'après-guérison. C'est des très bonnes nouvelles tout ça, Mélissa. Et on en est où de l'établissement de ce programme MBSR en France ? Donc pour savoir comment ça se passe en France, je me suis renseignée auprès de Marion Frenette, instructrice et formatrice au programme MBSR depuis 10 ans et infirmière de formation. Ce programme est arrivé en France dans les années 2000 avec notamment le docteur Christophe André, psychiatre à Paris. Aujourd'hui, il n'est pas aussi répandu qu'outre-Atlantique, mais il est de plus en plus proposé dans les parcours de santé. Il est accessible à toute personne ayant une prescription de la part de son médecin traitant ou psychiatre. Un bilan avant le début du programme est effectué afin de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication, comme la présence de symptômes aigus, parce que ce n'est pas quand on se noie qu'on apprend à nager. Il est aussi nécessaire que les personnes gardent leur traitement médical tout au long du programme s'il y en a déjà un. Un bilan après programme évalue la possibilité de faire évoluer le traitement.
Pour trouver où sont dispensés les programmes de MBSR, l'Association pour le développement de la mindfulness est l'organisme de référence en France, affilié au centre de l'Université de Brown, fondé par le créateur du programme. Marion Frenette insiste également sur le fait que le programme peut être suivi à titre préventif. En effet, plusieurs études ont montré que le MBSR réduisait l'anxiété et l'apparition de burn-out dans des métiers stressants, comme infirmier et infirmière, ou pendant des moments de vie stressants, comme une grossesse ou l'adolescence. Pour conclure, aujourd'hui, entretenir notre santé physique est entré dans nos habitudes du quotidien. On essaie de manger équilibré et d'avoir une activité physique régulière. Alors pourquoi on ne ferait pas la même chose avec notre santé mentale, avec par exemple un exercice de méditation en pleine conscience, 1 à 2 fois par semaine? De là à changer le fameux manger-bouger en manger-bouger-méditer, il n'y a qu'un pas. Merci beaucoup Mélissa pour cette chronique. Je vais me mettre à la méditation, tu as raison. Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses. Je reviens à vous, Jean-François Huon, pour conclure cette émission, car souvent les médicaments que l'on prend nous viennent soit de notre médecin généraliste, soit de notre pharmacien et parfois de nous. C'est ce qu'on appelle l'automédication. Avant de conclure, est-ce que vous auriez quelques mots sur cette pratique, les avantages mais aussi les dangers? Qu'est-ce qu'il ne faut absolument plus faire pour que nos auditeurs et auditrices prennent des notes? Alors, l'automédication, c'est pas obligatoirement une mauvaise chose, hein. Tout à l'heure, quand on parlait d'empowerment, justement, ça montre que le patient s'engage dans sa santé, est intéressé par ça, fait ses choix, s'informe, s'intéresse. Donc, de base, c'est une bonne chose. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que l'automédication ne rentre pas en conflit avec ce qui est prescrit. En conflit, ça peut être de 2 façons. Ça peut être soit que ça devient alternatif, c'est-à-dire que le patient préfère choisir son automédication à la place du traitement qui lui a été prescrit et souvent ne pas dire au médecin ou au pharmacien qu'il ne prend pas du coup le traitement. Donc là, il y a la problématique du coup du manque d'efficacité et de tout ce que ça peut entraîner. Et puis sinon, il y a le conflit qui est dû tout simplement aux interactions médicamenteuses, hein. C'est pas puisque un médicament est pris en automédication, alors que ce soit un médicament ou pas d'ailleurs, des fois en automédication, on pense à des plantes. Sauf que, rappelons-nous, historiquement, les principes actifs des médicaments, ils viennent des plantes. Donc quand on prend des plantes, il peut y avoir des interactions avec les médicaments aussi. Et du coup, que ce soit cette automédication phytothérapie ou médicamenteuse, etc., elle peut rentrer en interaction avec justement les traitements qui sont déjà prescrits. Et dans ce cas-là, ça peut aller dans 2 sens, les interactions. C'est soit on inhibe complètement l'efficacité des médicaments déjà prescrits, et dans ce cas-là, la pathologie qu'on voulait traiter ne le sera pas, soit en fait on inhibe leur dégradation, et du coup on a plus de médicaments dans le sang, et donc on augmente les effets indésirables. Et là, du coup, si on dit augmenter les effets indésirables, diminution de la qualité de vie, le patient va de lui-même arrêter son traitement puisqu'il ne le supporte plus, et du coup c'est le cercle vicieux, quoi. Donc un petit paracétamol quand on a mal à la tête, pourquoi pas, mais quand on a déjà un traitement de fond, peut-être faire attention aux médicaments qu'on pourrait prendre nous-mêmes. Voilà, alors le paracétamol, pour l'instant, côté interaction, c'est pas le pire, mais il y en a vraiment auxquels il faut faire attention, et donc dès que vous prenez de l'automédication, n'hésitez pas à en parler du coup à votre pharmacien et à votre médecin en lui expliquant les autres traitements que vous avez à côté. Quels sont ceux qui font le plus de dégâts qu'on peut prendre en pensant bien faire? Alors celui dont on parle tout le temps quand on fait nos études, c'est le millepertuis, c'est de la phytothérapie, c'est une plante qui est à des visées antidépressives, et elle, c'est ce qu'on appelle un inducteur enzymatique, c'est-à-dire qu'elle va complètement mettre dans les chaussettes le taux de certains médicaments dans le sang. Et il y a en fait des médicaments comme les pansements gastriques ou justement des inhibiteurs de l'acidité qui jouent sur l'absorption des autres médicaments, et donc ça va être une interaction qui est beaucoup plus en amont. C'est juste que en fait, si vous prenez par exemple un Gaviscon et qu'après vous prenez vos 4 comprimés, en fait le Gaviscon ayant fait comme un tapis dans votre estomac et dans votre intestin, et en fait vos médicaments ne seront pas absorbés. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça, hein. Des fois, si vous avez un peu d'acidité et que vous prenez un Gaviscon et que vous avez des traitements à côté, essayez d'attendre 2 heures. Ce conseil est noté. Merci beaucoup Jean-François Huon d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à Jean-François Huon, pharmacien au CHU de Nantes et chercheur INSERM, d'avoir répondu à mes questions. Merci également à Mélissa pour sa chronique. Toutes les sources utilisées sont à retrouver sur notre site internet.
émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.